Donc Jean est de la chaîne Acropolis qui fait des commentaires en direct sur ce qui se passe à l'Assemblée. Donc voilà. Alors je vous explique un petit peu le principe de ce débat. Tout simplement, en fait, l'idée du débat, le sujet, donc, c'est de trouver un statut de travail pour les youtubeurs, trouver un moyen de les rémunérer. Ça ne va pas être une conférence, on va dire, à proprement dit, où on expose et après il y a des questions. Bon voilà. On va essayer d'avoir une discussion un peu constructive, on va essayer de lancer un petit peu une recherche, de lancer des pistes. Jean va nous témoigner un peu de ce que c'est que la vie de youtubeur et des différents moyens que trouvent aujourd'hui les youtubeurs pour se rémunérer. Ensuite, Claude interviendra, donc Claude qui est auteur du livre L'institution du travail aux éditions La Dispute. En vente dans le stand de La Dispute au Village du Livre. Donc Claude nous parlera, disons, dans l'histoire, comment les travailleurs ont réussi à instituer un travail avec une meilleure protection sociale, avec voilà, une meilleure reconnaissance, disons, de leur statut de producteur, de leur salariat. Ensuite, je laisserai la parole à Maud, qui elle, donc son dernier bouquin, qui vient de sortir, c'est, dis-moi, Travail gratuit, la nouvelle exploitation, qui est sorti le 12, c'est ça? Le 12 septembre, donc il vient juste de sortir. Elle fera d'ailleurs des dédicaces juste après le débat, elle ne le savait pas. Non, je déconne. Et donc, elle nous parlera, disons, de toutes les formes de travail gratuit qui existent encore. Et donc, ce sera un peu une ouverture sur tout ça. Et on essaiera ensuite de réfléchir ensemble, donc, à travers les youtubeurs, mais à travers aussi tout le reste du monde du travail, disons, non reconnu, de trouver les moyens d'instituer tout ça. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Jean et on va pouvoir commencer tout ça. Merci Aurélien, bonjour à tous. Vous devez être affreusement déçus de ne pas avoir Ludo, à qui d'ailleurs je fais un gros bisou, s'il nous écoute. Excusez-moi, je parle mieux dans le micro. Voilà, donc je m'appelle effectivement Jean Massier, j'ai fondé une chaîne il y a 3 ans qui s'appelle Acropolis, qui est une chaîne... Alors la particularité d'Acropolis, c'est que c'est même pas une chaîne YouTube, figure-toi, c'est une chaîne sur un autre site de vidéos qui s'appelle Twitch et qui fait des vidéos en direct. C'est un truc pour le jeu vidéo habituellement. Et nous, on l'a adapté pour faire du commentaire, non pas de jeu vidéo, mais du commentaire de l'Assemblée nationale, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeu vidéo. Donc voilà, vous entendez rien, vraiment rien? Tu peux pousser un peu le master, ce serait top. Je parle pas aussi fort qu'Aurélien. Merci beaucoup, excuse-moi. J'étais en train de dire, donc je suis pas sur YouTube, je suis sur une autre plateforme, mais une autre plateforme qui appartient aussi à un géant du numérique qui s'appelle Amazon. La plateforme s'appelle Twitch et fondamentalement ce dont on va parler là sur la question du modèle de rémunération du statut, ça change absolument rien. C'est-à-dire qu'on est des vidéastes, on est des gens qui faisons des vidéos sur internet et qui essayons, pour beaucoup d'entre nous, d'en faire l'activité principale, la minimale activité rémunératrice. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose, ça change rien. Pour témoigner un peu de ce que c'est que la réalité d'être youtubeur, en fait les youtubeurs, les vidéastes plus que les youtubeurs sont des artisans du numérique. On est des créateurs qui faisons énormément de métiers en même temps. On est à la fois des producteurs, on fait de la réalisation, on fait de l'écriture, on fait du montage, on fait de la prod, on fait du son, on fait de la vente, on fait conseiller fiscaliste, on fait énormément de choses. En grande partie parce que toutes les structures dont on aurait besoin n'existent pas encore pour nos métiers, qui sont extrêmement novateurs. Et j'en parlais un tout petit peu avant avec Pierre sur ce sujet-là, c'est que beaucoup des carcans traditionnels qui existent dans le monde de l'audiovisuel en fait, sont calés sur les modèles de la télévision traditionnelle, qui ont leur propre logique de fonctionnement, de production, de diffusion, qui ont leur propre... organisation, disons, des statuts de salariat, leur convention collective, le statut de l'intermittence, beaucoup de choses comme ça, qui existent et qui ne sont pas toutes complètement adaptées au métier qu'on fait. Et donc, on est un peu tous en fait, des amateurs de ce qu'on fait. C'est une énorme galère en fait, au quotidien d'être youtubeur. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est devant l'écran et qu'on regarde les vidéos youtubeurs. Mais un youtubeur, c'est une personne qui va passer son temps à devoir expliquer la spécificité de son métier et de la réalité de ce qu'il fait à tout un tas de gens. Ça va du banquier au comptable, au juriste, à l'URSSAF, en passant par Pôle emploi. À chaque fois qu'on a rendez-vous avec des gens là, ils nous regardent avec des gros yeux en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez de vos journées? Ça ne rentre pas dans mes cases. Comment ça fonctionne ?» Du coup, on bricole complètement. C'est une galère énorme d'un pur point de vue administratif pour simple inexistence d'un statut adapté. Ça, c'est la première chose qui en fait est assez intéressante dans cette réalité-là. La deuxième chose, c'est effectivement le modèle économique. Comment est-ce qu'on finance nos petites vies?
traditionnellement, on a tendance à dire que nos vidéos nous rémunèrent parce qu'on touche des revenus publicitaires et on touche des dons de la part des gens qui nous regardent. Ce qu'il faut que vous sachiez, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que effectivement on touche des revenus publicitaires, mais en fait c'est Google et Amazon qui touchent les revenus publicitaires et qui nous en reversent une petite partie. Et quand je dis une petite partie, c'est un pouillème de ce qu'ils gagnent. Et quand je dis que c'est un pouillème, c'est que ce n'est pas un modèle économique pour l'écrasante majorité des vidéastes. Il y a peut-être 5-6 youtubeurs en France qui gagnent suffisamment d'argent avec les revenus publicitaires pour que ça équivale peut-être un SMIC au mois. L'écrasante majorité d'entre nous, on gagne que dalle. Moi, j'ai fait le calcul, la première année de travail, en un an de boulot, j'ai gagné 40 € de revenus publicitaires. Alors que tous les gens qui regardaient mes vidéos, et c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes, regardaient une publicité d'1 minute 30 avant de pouvoir regarder mes vidéos. Donc vous voyez que ce n'est pas un modèle économique, ce n'est pas un modèle fiable et raisonnable de financement, donc personne ne se finance par la publicité. La deuxième chose, c'est les dons. Effectivement, il y a des gens qui, via des plateformes de financement participatif, il en existe plein de sortes, nous donnent généreusement de l'argent. Et là, se pose tout un tas de questions sur le statut de cet argent, sur comment est-ce qu'on le déclare, sur comment est-ce qu'on l'impose, est-ce que c'est du bénéfice, est-ce que c'est du résultat, comment on fonctionne. Et c'est là que les comptables n'y comprennent rien et que c'est extrêmement compliqué. La troisième chose, et qui participe du modèle économique, c'est ce qu'on appelle le placement de produits. Certains vidéastes vont faire de la publicité à peine déguisée parfois pour des produits parce qu'ils auront été payés par un éditeur de logiciels, par une marque pour mettre en avant un produit. Ça, c'est de la publicité classique, ce qui a l'énorme avantage pour les vidéastes d'être du contrat direct. Ça passe même pas par YouTube. YouTube n'est même pas au courant de ça. Donc là, c'est plutôt chouette parce qu'en fait, on touche directement l'argent. En fait, c'est vraiment le client qui paye. Et ça, c'est un modèle qui existe. Nous, pour le coup, Acropolis, on a choisi encore un autre modèle qui est de faire de la prestation de production audiovisuelle pour les institutions. Puisque comme notre but à nous, c'est de rendre la politique plus accessible aux citoyens et aux jeunes, on est allé frapper à la porte des gens et des institutions qui ont le plus intérêt à ce que la politique soit comprise. Et ces institutions, vous les connaissez, ce sont nos conseils régionaux, c'est l'Assemblée nationale, c'est certains ministères, c'est les caisses de retraite, c'est ces gens-là qui ont recours à nos services pour préparer avec eux des émissions en direct où on parle d'un certain nombre de sujets d'intérêt général. Et donc on est payé pour ça. Donc voilà, j'espère vous avoir fait un petit topo assez global de comment on fonctionne. Vous entendez vraiment rien, mais je crois que c'est la musique à côté, je suis vraiment désolé. Bon, j'espère que tu parleras plus fort que moi. Ça marche pas Là. Allô? Ouais. Bonjour. Mais là, on n'entend absolument rien. C'était mieux. Allô? Ah bon, d'accord. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici après un périple assez long et très heureux aussi d'avoir eu l'occasion de découvrir YouTube parce que c'est quelque chose qui n'est pas totalement dans mon monde, plutôt dans celui de mes enfants. Alors grâce à Aurélien, j'ai découvert un certain nombre de YouTubeurs qui m'ont donné beaucoup d'idées. Hein. Par exemple, Squeezie, qui est quand même la vedette remarquable hein, du secteur, hein, qui d'ailleurs n'hésite pas à dénoncer les abus sexuels que certains youtubeurs vedettes n'hésitent pas à commettre. On ne citera pas Norman notamment. Et puis on peut évoquer aussi bien des youtubeurs comme Dirty Biology. Alors j'ai vu un certain Pierre Croch qui Cross, pas Crochet. Bon, qui a fait une vidéo sur les chambres d'hôtel à 50 € et les chambres d'hôtel à 5000 € pour comparer les unes et les autres. Et alors justement, ça permettait de rejoindre ce que tu disais, c'est-à-dire que en fait, il commence par faire une publicité pour un jeu qui s'appelle Viking. Hein, ouais, que j'aime bien aussi, et ensuite il va parler de ces chambres d'hôtel, donc il est un peu sur ton modèle. Ceci dit, derrière il y a du matos, hein, il y a une grosse équipe, il y a du matériel, il y a des choses comme ça. Alors moi je voudrais me fixer sur des youtubeurs que j'ai rencontrés dans Libération, c'est McFly et Carlito. Parce que je trouve que l'épopée de McFly et Carlito est révélatrice de l'histoire du monde du travail et du salariat. Et je voulais revenir à cela, parce que McFly et Carlito, ils racontent qu'ils ont commencé leur épopée à 18 ans. Ils passent sur une chaîne de radio. Ensuite, ils créent une société de production pour faire des choses sur YouTube avec l'argent du papa de Carlito. Hein. Alors je sais pas. Allô? Ah, vous m'entendez? Donc non, j'essaie de faire plus fort. Hein, puis j'essaie de faire Sandy style. Hein? Ouais. Alors donc le monde de demain. Alors voilà. Donc McFly et Carlito, ils fondent
une société avec l'argent du papa de Carlito. Hein, je continue. Après, il travaille pour une chaîne de diffusion qui s'appelle Golden Moustache. Donc, à suivre. Et ils créent ensuite leur propre chaîne avant de devenir salariés de Mixicom, une grande société de... pardon. Ouais, mais il faut s'habituer parce qu'après, avec Joey, ça va être différent. Alors, une grande société de régie publicitaire qui les engage avec un contrat d'exclusivité, un contrat donc salarial. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a cette épopée, en quelque sorte, du salariat avec McFly et Carlito. D'ailleurs, Libé disait McFly et Carlito passent aux 35 heures parce qu'en fait, ils commencent comme étant des artisans en faisant de la prestation de service. Et puis, progressivement, ils arrivent au salariat. Donc, ça veut dire que le statut de youtubeur, il peut aussi rencontrer le statut du droit du travail qui existe et qui est une ressource. Disons que là, on retrouve la grande épopée du monde ouvrier depuis le 19e siècle, avec un monde ouvrier au 19e siècle qui est beaucoup moins industrialisé qu'on le dit, qui est un monde ouvrier d'artisans qui travaillent, qui bricolent souvent à la maison, qui tissent par exemple la soie à Lyon avec les enfants et tout, autour de... Alors c'était pas leur ordinateur, c'était le métier à tisser à l'époque, ou après dans les vallées des Vosges, c'est les machines à coudre pour faire les vêtements du bon marché. Et donc ce sont des gens qui travaillent en famille, en prestation de service. À l'époque, on parle de louage d'ouvrage. Et finalement, ce qui se passe, c'est que l'invention du droit du travail en France, à la fin du 19e, au début du 20e, le Code du travail, il est adopté en 1910 en France. Il va devenir une réalité importante pendant la Première Guerre mondiale et ensuite. Ce droit du travail, il va permettre justement de rattacher ces travailleurs qui sont dispersés dans des petites structures, de les rattacher à des structures de plus en plus grandes, avec de plus en plus de matériel. C'est un peu comme McFly et Carlito ou comme Squeezie, c'est-à-dire qu'on passe de la vidéo façon iPhone à une vidéo beaucoup plus développée, avec des tables de montage, avec des trucages, dans des sociétés qui ne sont plus des sociétés de type micro-entrepreneur ou de type EURL ou SARL, mais qui vont devenir des grandes sociétés qui embauchent ces youtubeurs en salariés. Donc c'est peut-être un destin qui t'attend, Jean, avec ta chaîne Acropolis, si ça marche bien. Acropolis fera des prestations de services, parce que la prestation de service, c'est le gros contrat aujourd'hui qui permet d'intégrer les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo et tout, et puis qui peuvent ensuite arriver à des dimensions de salariat. Donc là, je crois qu'on a une épopée qui est extrêmement intéressante et dans laquelle, finalement, pour devenir salarié, il y a un élément qui est assez fondamental, c'est l'existence d'un droit du travail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de droit du travail, il est difficile de revendiquer le salariat. Ouais, c'est un constat qu'on peut en tirer de ce regard historique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce droit du travail, il a été sérieusement atteint par les dernières réformes récentes. On a aussi, du côté de Macron, toute une orientation vers le développement du statut de micro-entrepreneur, vers le passage du contrat de travail au contrat de prestation de service, mais vers une dimension d'artisanat en quelque sorte. Mais malgré tout, cet horizon du contrat de travail, il demeure quelque chose que l'on peut revendiquer et que l'on revendique. Alors, c'est vrai que tu évoquais le modèle de la télévision, mais il n'est quand même pas si éloigné que ça, avec des sociétés de production qui font travailler des gens. Alors, on a eu des enjeux de requalification de la présentation de gens à la télévision en contrat de travail. On peut citer par exemple l'affaire Île de la Tentation, où les dragueurs ont revendiqué le statut de salarié et l'ont obtenu parce qu'il fallait qu'ils obéissent aux ordres de la société de production, en se levant à 6 heures et tout. Et plus récemment, on a eu aussi en 2013 la requalification des beaux mecs de Mister France, une émission de TF1. Mais bon, moi je ne regarde pas trop, mais vous l'avez peut-être vu parce que tu as dû passer toi, Aurélia, à Mister France, non? Mais où les candidats de Mister France ont été requalifiés en salariés de la société TF1 Productions, ce qui a d'ailleurs sans doute traumatisé TF1 Productions. Mais le fait est que le salariat est un horizon de bataille dans une société aujourd'hui qui, il faut le dire,
est majoritairement salariale. C'est-à-dire qu'on a 80% des gens aujourd'hui qui sont salariés dans la population active. On a plus de 75% des gens qui sont en CDI. Donc, on a une société où l'emploi stable est un horizon. D'ailleurs, de ce point de vue-là, McFly et Carlito nous montrent le chemin. Le salariat, c'est aussi, en un sens, l'avenir des youtubeurs à mesure que se développent les sociétés, etc. Donc là, il y a peut-être un débat, mais moi, il ne me semble pas que ce droit du travail, qui est aujourd'hui malmené, soit une antiquité, quoi. Alors disons que pour les youtubeurs, il peut y avoir des aménagements, parce qu'effectivement, il y a cette dimension de créativité dans l'enfance, parce que Squeezie, c'est un peu le Antoine Doinel de YouTube. Il raconte sa vie, il dit comment il vendait des jeux vidéo quand il était adolescent, avant de devenir salarié de Mixicom et compagnie. Mais on a, je ne sais plus ce que je voulais dire, enfin bref, quoi, voilà. Il me semble que dans cette dynamique, on a malgré tout une situation où le droit du travail n'a pas dit son dernier mot, notamment pour considérer le lien des travailleurs avec les sociétés qui font ces performances sur YouTube. Voilà, bon. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que le droit du travail, c'est aussi utile pour produire des choses qui sont importantes dans l'aventure YouTube, c'est-à-dire pour produire de l'électricité, pour produire des transmissions, des câbles, etc., qui sont aussi toute cette infrastructure, quand on parle de l'Internet, qu'on aurait tendance à oublier et qui sont prises en charge par de grandes sociétés. Alors en France, on parle d'Alcatel, c'est une société qui a disparu et pourtant, c'est une société sans laquelle on n'aurait pas de grandes transmissions Internet, on n'aurait pas de transmission en mobile et on pourrait très difficilement regarder McFly, Carlito et Jean sur YouTube. Voilà. Donc, il me semble que dans cette démarche, on a, à travers les youtubeurs, ce passage de l'artisan au salarié, alors peut-être pour une infime minorité. Et donc là, je provoque à fond, mais il faut, parce qu'on est dans la Seine-Saint-Denis, c'est le style de la Seine-Saint-Denis. Donc on a un horizon qui reste à éprouver, et peut-être qu'on a à défendre ce droit du travail, y compris par des actions en justice. Alors on peut dire que là, il y a 2 jours, je crois, il y a 10 chauffeurs Uber qui ont engagé une action devant les prud'hommes de Paris pour obtenir leur requalification en salariés. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. On a des livreurs à bicyclette, alors pour une société qui s'appelle Take It Easy, ça ne s'invente pas, mais elle a fait faillite, qui n'ont pas été requalifiés en salariés. Et puis on attend de la Cour de cassation qu'elle intervienne. Alors le problème en France de la justice et de la Cour de cassation, c'est que le président de la Chambre sociale a été un peu mis en cause dans un conflit d'intérêts avec une société patronale à laquelle il donnait des conseils. Bon, donc c'est sûr que ce n'est pas totalement gagné. Mais malgré tout, il reste des choses à faire. Et je voudrais dire que ce droit du travail est peut-être une solution pour les youtubeurs. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, mon propos, il va être à la fois complémentaire, sans être contradictoire, je pense, avec celui que vient de tenir Claude, mais finalement, il vous a montré comment le travail s'est institué par le passé. Et à travers le droit du travail, vous m'entendez bien, ça va? Ouais. Moi, je vais insister en décalé un petit peu sur la manière dont le travail aussi se désinstitue aujourd'hui, la manière dont le travail se gratuitise, s'invisibilise, se déroule de plus en plus en dehors des institutions du travail et du salariat, que ce soit le droit du travail, le salaire, la représentation collective, les droits sociaux et salariaux. Alors, je ne vais pas vous parler directement des youtubeurs, même si cette question-là a été déjà évoquée, parce que je n'ai pas travaillé directement dessus, mais je vais vous parler de bénévolat, je vais vous parler du service civique, je vais vous parler des stages, je vais vous parler du workfare, cette mise au travail des allocataires de l'aide sociale en contrepartie de leurs allocations, toutes ces formes de travail gratuit qui ne sont pas reconnues comme du travail et qui se développent aujourd'hui à la fois
dans le secteur lucratif, mais aussi dans les services publics et dans le secteur associatif. Et si je vous parle de toutes ces formes de travail gratuites ou semi-gratuites sur lesquelles j'ai travaillé ou j'ai mené des enquêtes, soit toute seule, soit avec d'autres collègues, c'est dans l'espoir que ça contribue à mettre cette situation des youtubeurs dans un cadre un petit peu plus large sur le traitement politique du travail aujourd'hui. Et du coup, peut-être, ça nous permet de réfléchir un peu à comment on peut répondre aujourd'hui à ce traitement politique du travail. Alors, j'ai 10-15 minutes, hein, tu m'as dit pas plus. Alors, je vais développer 2 idées, puis je dirai quelques pistes. Je suis tout à fait prête à revenir sur certains des exemples que j'évoquerai rapidement dans la discussion pour donner des précisions. Les 2 idées, c'est premièrement, en reprenant une phrase de l'humoriste, journaliste belge Charline Vanhoenacker, elle avait fait un petit billet l'année dernière qui s'appelait « Le travail gratuit est partout ». Donc, je vais vous montrer comment le travail gratuit est partout et pas simplement dans les entreprises capitalistes, et c'est un point sur lequel j'aimerais revenir, dans les services publics aussi et dans les associations. Et deuxième point, la question du travail gratuit, elle ne naît pas avec YouTube, Internet, les nouvelles technologies. C'est une question, comme question politique et théorique, qui a déjà été largement travaillée, débattue, réfléchie, discutée, polémiquée il y a plus de 40 ans par les féministes autour du travail domestique. Et je pense qu'on a des vraies leçons à tirer de ces réflexions-là pour analyser les formes de désinstitution et d'institution du travail aujourd'hui. Donc le premier point, vous donner quelques illustrations quand je dis le travail gratuit est partout et peut-être pas que dans les entreprises capitalistes sur Internet, hein, peut-être dans des espaces qui pourraient a priori nous sembler plus émancipés, plus proches de nos valeurs. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai mené la dernière grosse enquête que j'ai menée aux États-Unis avec un chercheur américain, John Krinsky, portait sur le nettoyage d'un petit service public de la ville de New York, c'est les parcs et les jardins. Donc l'entretien des parcs et des jardins de la ville de New York. Et en fait, ce qu'on a montré avec ce collègue-là, c'est que si dans les années 70, au milieu des années 70, avant la grande crise budgétaire de la ville de New York, les parcs de la ville de New York, les parcs publics de la ville de New York, étaient essentiellement nettoyés par des fonctionnaires municipaux, syndiqués, couverts par le droit donc du Civic Service Rule, hein, la fonction publique municipale, donc des gens très protégés qui avaient gagné leur statut de travailleur protégé puisqu'ils s'étaient battus pour obtenir le droit d'être des travailleurs syndiqués, donc d'avoir une représentation collective. Donc une figure très protégée de l'emploi public municipal. Ils étaient 7000 au milieu des années 70. Ils sont plus que 2000 aujourd'hui, ces fonctionnaires municipaux qui nettoient les parcs. La question qu'on s'est posée avec Krinsky, c'est « Who cleans the park ?» Donc qui nettoie les parcs aujourd'hui à New York? Et ce qu'on a montré, donc après des années d'enquête et notamment de travail de terrain, c'est qu'à côté de ces fonctionnaires municipaux en nombre bien réduit, hein, qui sont toujours là mais bien moins nombreux, on a vu apparaître petit à petit des salariés associatifs, parce qu'on a vu apparaître des associations qui gèrent en partenariat avec la municipalité de New York l'entretien des plus grands parcs, Central Park, Prospect Park, etc. et qui vont commencer à embaucher leur propre main-d'œuvre salariée, mais sans représentation syndicale, donc avec des droits, un droit du travail, des droits salariaux, une rémunération extrêmement différente de celle des fonctionnaires municipaux, alors même qu'ils font exactement le même travail au quotidien. Et puis à côté de ces travailleurs salariés associatifs, on a vu apparaître des milliers de bénévoles, donc des bénévoles, des voisins autour du parc, des programmes de bénévolat qui sont apparus dans ces grandes associations, à Central Park, à Prospect Park, du bénévolat d'entreprise, donc des entreprises qui finalement financent les associations pour envoyer leurs salariés passer une après-midi entière à nettoyer les parcs. Donc toute une flopée de statuts, mais des milliers de bénévoles qui sont aujourd'hui en train de nettoyer les parcs de New York. Et puis des allocataires de l'aide sociale qui, depuis on va dire la fin des années 90 aux États-Unis et la réforme du welfare sous Clinton, hein, on a mis en place le workfare, cette obligation qui est faite pour les allocataires de l'aide sociale pour pouvoir continuer à toucher leur allocation, de donner en échange des heures de travail gratuits pour la collectivité. Et donc, quand vous rentrez aujourd'hui sur un parc de New York, vous allez retrouver, si vous prenez par exemple ce qu'on appelle un grabber, donc ces petites pinces qui permettent de ramasser les déchets, vous savez, et ben, vous allez retrouver des grabbeurs dans les mains de tous ces
travailleurs différents. Des travailleurs payés, des travailleurs non payés, des travailleurs avec des droits, des travailleurs sans droits, des travailleurs forcés ou contraints, et des travailleurs qui ont choisi d'être là, des gens qui se pensent comme travailleurs et des gens qui ne se pensent pas comme travailleurs. Donc vous avez cette démultiplication de statuts à l'intérieur d'un service public et donc d'un service public. Il n'y a pas d'entreprise privée qui fait fonctionner ce service public. Autre exemple un peu plus près, parce que souvent quand je raconte cet exemple, on me dit « Ah oui, mais l'Amérique, c'est loin, c'est l'Amérique, quoi ». Et bien aujourd'hui, suite à la réforme des rythmes scolaires en France, si vous rentrez dans une école française publique, pendant l'heure des rythmes scolaires, donc par exemple à Paris, si vous rentrez dans une école publique française entre 14h et 15h30, entre 15h et 16h30, pardon, vous ouvrez une classe et avec les gamins, vous allez avoir un animateur associatif. Vous ouvrez la classe d'à côté, vous allez avoir un animateur de la ville de Paris. Il peut être contractuel, vacataire, titulaire, il n'aura pas la même rémunération. Ils n'auront aucun des trois la même rémunération que l'animateur associatif. Vous ouvrez une autre classe, vous avez un parent bénévole. Vous ouvrez une autre classe, vous avez un jeune en service civique. Vous avez une autre classe, vous avez un enseignant qui est rémunéré par la ville pour faire ses heures. Donc on retrouve aussi dans nos services publics une démultiplication de statuts avec dedans des travailleurs qui ne sont pas rémunérés, des travailleurs gratuits. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu d'exemple. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, en fait, avec cette démultiplication des statuts de travailleurs qui font fonctionner nos services publics, et notamment ces travailleurs donc gratuits, hein, non rémunérés, eh bien, encore une fois, on reste dans le service public. L'État garde la main. Hein. Un des premiers fonctionnaires municipaux qu'on avait rencontré avec John Krinsky dans la ville de New York nous avait expliqué très fièrement que dans les années 90, la municipalité de New York avait été mise en concurrence avec des entreprises privées pour voir qu'est-ce qui coûterait le moins cher pour faire nettoyer les parcs. Et il nous disait très fièrement, nous, la municipalité, on a remporté le marché, on a gagné contre les entreprises privées en nous disant « We have something corporations don't have, free labor ». Et le free labor, ce travail gratuit dont il se vantait, c'était le travail à la fois de ces bénévoles et de ces milliers d'allocataires qu'on a mis au travail pour nettoyer les parcs, sinon ils perdaient leur allocation. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, en gardant en tête que donc cette question du travail gratuit, elle dépasse simplement la question des grandes entreprises du net. C'est une question qui est présente aujourd'hui dans le fonctionnement de notre marché du travail, mais aussi du secteur public et du secteur associatif. Et elle me semble particulièrement importante parce qu'elle relève de politiques publiques qui sont mises en œuvre, hein, les politiques de soutien, d'incitation à la vie associative, au bénévolat, à l'engagement des jeunes, au service civique. Elle relève de politiques aussi beaucoup plus coercitives, comme le workfare, comme cette volonté de mettre au travail les allocataires de l'aide sociale. Le workfare, ça existe depuis longtemps aux États-Unis, ça existe dans pas mal de pays d'Europe, et ça revient très régulièrement en France, hein, c'est débattu. Et il y a aujourd'hui, il y a eu, l'année dernière, vous avez dû entendre parler de ça, hein, un des départements français qui a dit, nous, nos allocataires du RSA, ils ne toucheront plus leur RSA s'ils ne font pas des heures de travail gratuit pour la municipalité. Ça a été attaqué en tribunal administratif. On a cru que la chose était tombée. Et en fait, le Conseil d'État a dit si, ils ont tout à fait le droit, les départements, de mettre ça en place. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne aussi aujourd'hui en France. Le deuxième point, peut-être la dernière chose quand même à avoir en tête, puisqu'on parle de la communauté des travailleurs, c'est que tous ces statuts de travailleurs, évidemment, vous voyez bien comment ils divisent. Ils sont faits au nom de la communauté, hein, au nom de la citoyenneté, hein, et en même temps, ils divisent les travailleurs entre eux, puisqu'ils se répartissent évidemment socialement de manière extrêmement différente. Hein, les allocataires de l'aide sociale, c'est essentiellement des femmes noires, pauvres aux États-Unis. Les bénévoles, ce sont aussi beaucoup des femmes, mais plutôt des classes moyennes ou supérieures. Les fonctionnaires municipaux ou les salariés associatifs, ce sont plutôt des hommes. Donc on a aussi une division sociale entre ces différents acteurs, qui fait que si on incite tous ces gens à travailler au nom de la communauté et de la citoyenneté, en réalité, on divise profondément la communauté des travailleurs dans les services publics. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que finalement, il me semble important de garder en tête que tous ces enjeux-là, ils ont déjà été posés et vraiment réfléchis à un niveau théorique et politique extrêmement poussé par les féministes dans les réflexions sur le travail domestique. Et finalement, je pense qu'on a des choses à en tirer pour réfléchir à toutes ces formes de travail gratuites aujourd'hui qu'on est censé faire au nom de valeurs.
Donc au nom de l'amour, de la famille, de la maternité, le travail domestique, au nom de la citoyenneté, le travail des bénévoles ou le travail des allocataires de l'aide sociale, au nom de la passion, le travail gratuit aujourd'hui sur Internet, des blogueurs, des vlogueurs, de YouTube, etc. Et cette mise au travail au nom des valeurs, je pense qu'elle a été largement déjà réfléchie avec cette opposition finalement qui est faite entre, puisqu'on fait ça au nom de valeurs, il n'y a pas de raison qu'on monétise finalement et qu'on valorise monétairement ces formes de travail. Et finalement, ce que nous ont appris les féministes, c'est que ce travail gratuit des femmes à l'intérieur du foyer, ce n'est pas un travail moins une rémunération, c'est un déni de travail. C'est un travail qui n'est pas reconnu comme un travail parce qu'il est reconnu comme autre chose, parce qu'il est reconnu comme de l'amour, parce qu'il est reconnu comme la maternité. De la même manière qu'aujourd'hui, les formes de déni de travail qu'on observe, elles sont faites au nom de valeurs. Ce n'est pas du travail, c'est de l'engagement. Ce n'est pas du travail, c'est de la citoyenneté. Ce n'est pas du travail, c'est de la passion. Ce n'est pas du travail, c'est la preuve, finalement. Le travail gratuit fonctionne aujourd'hui comme une preuve de la valeur qu'on a en tant que citoyen, en tant qu'artiste, en tant qu'être passionné, en tant que militant. Et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi de réfléchir à des solutions à ces formes de gratuitisation du travail, c'est qu'elles s'appuient évidemment sur ces valeurs-là et que c'est au nom de ces valeurs qu'on invisibilise le travail aujourd'hui. Donc je vais terminer, puisque je vois que j'ai pris beaucoup de temps là-dessus, pour dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, toutes ces formes de travail gratuites, elles ne s'opposent pas à l'emploi. Au contraire, le marché du travail, l'emploi tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a très très bien récupéré en fait ces formes de travail gratuit. À la fois, on a vu avec toutes les formes de travail dits féminins, qui quand elles ont été externalisées sur le marché du travail, ont continué à être dévalorisées monétairement. Finalement, on paye très peu, on valorise très peu monétairement les aides à domicile, les infirmières, les enseignants, etc. Parce que finalement, ce stigmate du travail domestique, du travail des femmes, les a poursuivis jusque sur le marché du travail. Donc le travail gratuit, il est resté au cœur de l'emploi pour plein de professions. Et il est resté aussi au nom de l'emploi, de plus en plus, au nom de l'emploi qu'on pourrait espérer avoir demain, on est censé travailler gratuitement aujourd'hui. Et on a aujourd'hui toute une théorisation qui est faite par plein de chercheurs américains sur ces formes de travail gratuit qui deviennent des formes d'investissement pour mon emploi de demain, donc cette espèce de graal de l'emploi qu'on pourrait obtenir à condition de commencer par travailler gratuitement. On retrouve ça dans les stages, on retrouve ça dans le service civique, on retrouve ça dans plein de formes de bénévolat aussi aujourd'hui. Et donc c'est le hope labor, le sacrificial labor. Il y a des concepts qui ont été créés pour réfléchir à ça, avec cette chose tellement paradoxale qui fait que si tous les travailleurs d'un secteur se mettent à travailler gratuitement en espérant décrocher demain un emploi, ils sont en train de gratuitiser massivement le secteur dans lequel ils espèrent trouver un emploi demain. Donc ils participent eux-mêmes à la finalement dévalorisation de ce travail. Voilà un petit peu les questions que je voulais lancer aujourd'hui, qui ne sont pas contradictoires évidemment avec ce mouvement d'institution du travail, mais qui nous rappellent que dans cette institution du travail-là, il y a des formes de travail qui n'ont pas été prises en compte. Il y a toute une série d'activités qui ne sont pas rentrées. Et ça a donné d'ailleurs des mobilisations. Le mouvement pour le salaire au travail ménager des féministes, c'était une revendication pour que le travail domestique devienne un travail salarié, pour rentrer dans ce mouvement du salariat. Mais c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et on a des poches comme ça, véritablement au cœur du fonctionnement du marché du travail, de travail gratuit sous plein de formes différentes, au nom des valeurs, avec une espèce de guerre des valeurs, entre les valeurs morales et la valeur monétaire, entre les valeurs pour soi et les valeurs pour autrui. Voilà, merci. Bon, donc je vais laisser la parole à la salle. S'il y a des questions, allez-y. Sinon, moi je vais poser la première. Simplement, moi j'ai l'impression que, en entendant un peu tout ce qui s'est dit, quand même, au final, une piste à explorer serait peut-être de voir comment on peut définir démocratiquement ce qui a de la valeur au final. La grosse problématique à laquelle on est confronté apparemment, c'est qu'aujourd'hui on a tout un tas de travail qui n'est pas valorisé économiquement parce que certainement il n'a pas de valeur marchande dans la majorité des cas.
Et donc, peut-être que voilà, une des pistes de réflexion, c'est comment institutionner, avoir une institution, un statut pour un travail, et donc définir démocratiquement quel travail doit avoir un statut, etc. Notamment celui de YouTube, etc. Voilà. La parole. Merci, bonjour à tous, bonjour aussi aux personnes sur scène, merci de tout ce que vous avez pu raconter sur scène. Juste une remarque avant la question, je suis un peu frustré, un peu déçu de ne pas avoir vu, entendu réellement le sujet traité. Vous l'avez vous-même reconnu que vous avez à peine découvert YouTube il n'y a pas longtemps, que vous, ce n'est pas votre sujet de prédilection, même si j'ai apprécié, j'ai compris le lien avec le travail précaire, etc., peut-être que le titre de la conférence aurait dû être un peu différent. Bon, j'ai entendu autour de moi aussi pas mal de gens un peu frustrés sur la question. Mais, alors ma question pourrait être justement assez globale là-dessus. Pourquoi il n'y a pas, à part Jean Massier présent ici, mais qui est plus sur Twitch que sur YouTube, même si tu es sur YouTube, pourquoi il n'y a pas eu vraiment de gens concernés sur scène sur ce sujet, vu qu'on est vraiment... sur ce sujet, YouTube, ce qui aujourd'hui crée beaucoup, je pense que tu pourras beaucoup répondre à ça, qui crée beaucoup de précarité. On a parlé de Squeezie, mais Squeezie représente absolument rien, enfin tout du moins, représente pas YouTube. Enfin, oui, bien justement, mais ils sont 3 à avoir 10 millions d'abonnés en France, mais du coup, il y a une somme énorme, et c'est le sujet d'aujourd'hui, de travailleurs sur YouTube, dont je fais partie moi d'ailleurs personnellement, qui du coup se donnent énormément pour ça, qui font 15 métiers comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ça, je croyais, le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler réellement pour une fois? Merci. Non, c'est vachement intéressant ta question. Ah bah du coup, pendant que tu fais passer le micro, je te réponds. En fait, c'est assez intéressant sur le niveau de qualification du sujet. Bien malin, celui qui réussira à mettre autour de la table quelqu'un qui connaît la réalité sociologique, historique, etc. Tout ça, c'est tellement nouveau. Il n'y a pas encore... Moi, j'ai rencontré des thésards qui commencent les premiers travaux de recherche sur l'économie de la création à l'heure de YouTube. C'est extrêmement nouveau, ce métier-là. Donc, c'est vachement galère de trouver des, de trouver des gens qui savent exactement de quoi on est en train de parler. On a très très peu de data de la part des GAFA sur ces sujets-là. On a très très peu d'analyse sociologique. Donc, on est en train de vraiment de découvrir ce truc-là. Et la deuxième chose sur les personnes concernées, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'y a pas de YouTubeurs qui se ressemblent. Squeezie, McFly et Farlito, ça n'existe quasiment pas. On est sur le 0,001% de YouTube. C'est même pas la phase émergée de l'iceberg. Voilà, on est une écrasante majorité de travailleurs précaires, de travailleurs, je ne sais même pas, mais donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Moi, effectivement, mon métier, c'est streamer. Ce métier, le mot n'existait même pas il y a 6 ans. Donc on est en train d'avancer. Et d'ailleurs, en parlant d'avancer, ce qui est assez intéressant, et ça rebondir sur plusieurs choses que vous avez dit, c'est qu'on est en plein dans un processus qui est assez excitant, je dois dire, où en ce moment, avec beaucoup d'autres copains et copines vidéastes, on est en train de créer les premiers mouvements de syndication, d'organisation, de réflexion sur nos métiers, nos réalités, nos précarités, mais aussi nos volontés d'indépendance, de création, de surtout pas devenir salarié de Mexicom, parce que c'est vraiment pas ce qu'on a envie de devenir, plutôt mourir. Mais voilà, voilà, et c'est assez excitant en fait, je dois dire qu'en ce moment, il y a encore quelques semaines, là, j'étais dans une réunion hyper sérieuse à Paris, dans un bureau, avec plusieurs vidéastes en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on veut se battre contre YouTube, est-ce qu'on veut reconnaître un statut particulier, est-ce qu'on veut s'accrocher à un statut déjà existant? Et ça, je dois dire que c'est assez sympa de vivre ce moment-là où une profession est en train de naître de fait. Oui, je vais essayer d'être clair, de poser clairement ma question. J'ai écouté les mots avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que la question du salaire à vie ne répondrait pas au problème qu'elle a posé? Oui, je vais laisser la parole à Claude. Juste sur un aspect technique aussi, il faut avouer qu'au niveau des youtubeurs, ils ont une vie à la fois rocambolesque où ils vont un peu partout et en même temps précaire. Résultat, je dois avouer que Ludovic n'a pas pu venir, Usul n'a pas pu venir, Nota Bene n'a pas pu venir, Romain Filstroff de la chaîne Linguistica qui devait venir finalement a des problèmes de santé. Ça a été vraiment... J'ai cherché, hein. Mais c'est très difficile. Et en plus, bon, les youtubeurs, on a aussi ce sentiment d'être très proche d'eux parce qu'on les voit en vidéo. Mais la réalité, c'est qu'ils sont partout en France et tout le monde ne peut pas forcément venir à la fête de l'humain. Et donc voilà. Non, moi, je voudrais peut-être jeter un pavé dans la mare. Je me dis que bon, quand on est youtubeur, on se prend pour vraiment quelque chose d'unique. Mais est-ce que le cas des youtubeurs est si unique que ça? Est-ce que les youtubeurs
sont des, je sais pas, est-ce que ça s'est jamais vu le cas des youtubeurs avant et tout. C'est peut-être un sentiment un peu excessif. Enfin, moi, je crois qu'il y a quand même des parentés assez importantes entre les youtubeurs et les artistes, par exemple. Il y a des dimensions de création, de performance scénique quand on regarde les uns et les autres. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose qui conduise comment dire, à se penser dans une singularité absolue. Il y a peut-être des rapports à tisser avec d'autres cas, comme par exemple les dimensions des intermittents, enfin ces gens qui essayent d'affirmer leur identité artistique à travers des statuts qui sont quand même inspirés du salariat. Et par ailleurs, je crois qu'on peut aussi intégrer au soutien du salariat mais ces mouvements qu'on voit chez les écrivains et qu'on ne voit pas chez les youtubeurs, mais bon, peut-être que les écrivains c'est autre chose aussi. Hein, qui revendiquent l'idée d'avoir des droits qui permettent de vivre aussi, qui sont dans cette situation, qui le revendiquent auprès des éditeurs, qui se regroupent, qui essayent d'avoir une rémunération sur les interviews qu'ils donnent, etc. Donc je crois que là, il y a peut-être le besoin aussi de créer une dynamique plus collective, hein, plutôt que de s'enfermer dans le talent inénarrable de youtubeurs. Moi, j'adore les youtubeurs parce que je viens de les découvrir et avec l'innocence de celui qui vient de découvrir ce champ. Enfin, avant, je regardais la chaîne de Pierre Laurent et celle de Mélenchon, mais maintenant, je regarde aussi Squeezie et puis je vais vous regarder aussi, hein, parce que tu vas me donner tes coordonnées, mais je crois que à trop se penser comme étant une fleur sensible, on risque de perdre la force de la masse quand même. Je me permets de nouveau, vu que j'ai le micro, de réagir à ça. Non, c'est très intéressant de ce que vous dites à l'instant. Faut me le voler. Mais non, mais je sais pas d'où vous vient cette idée de les créateurs internet se penseraient la petite fleur fraîche et intéressante. Non, c'est pas du tout ça. Non, tout ce que vous dites c'est très très vrai. Sous l'accès au salariat éventuellement, le fait d'avoir plus de, on est en train généralement de perdre, que ce soit le travailleur du web ou pas, le droit au travail s'écroule. On le sait, le code du travail, c'est presque parmi le passé. Effectivement, tout ça s'effondre, on le sait. C'est pas propre à YouTube, bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Et c'est le sujet, je crois, aujourd'hui, là, maintenant, de singulier à YouTube. Il y a quelque chose de médiatisé. Disons qu'un écrivain l'est moins, un travailleur qui perd ses droits au travail... C'est du travail, mais c'est différent. Il y a quelque chose de différent. Plus personnellement, j'ai participé à 2 ou 3, je ne sais plus, rencontres avec des youtubeurs au sein de Google. Tu connais certainement la chose. À partir d'un certain nombre d'abonnés, tu as accès à ça. Et j'ai pu voir, comment je pourrais dire ça, que beaucoup se soumettent au travail gratuit, l'acceptent, comme Madame Simonet vous l'avez dit tout à l'heure, à ce travail gratuit dans l'espoir de demain d'accéder à ce que vend comme Squeezie, Norman et Cyprien, d'accéder peut-être à ça. Et c'est un leurre. Et je crois qu'on peut prononcer le mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, le leurre vendu par le capitalisme. C'est ça le problème. À chaque fois qu'on monte le fil, hein, c'est le problème, c'est celui-ci. Mais n'empêche que là, il y a une singularité qu'on devrait traiter qui est du cas de YouTube, qui est vraiment très différent. On pourrait parler de Twitch aussi, de Dailymotion. Il y a l'image. Il y a vraiment ce truc qui fait littéralement bander toute une génération, c'est vraiment le cas, et qui fait que ça maintient. On est nourri de notoriété, nourri de commentaires, de likes. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on aborde. Le sujet, il est là. Et c'est ça la carotte, en fait, pour ces gens qui sont dessus. Enfin, et je me mets dedans. Hein. On a quand même ce truc qui nous fait avancer, même si ce n'est pas le truc qui devrait être le critère, mais c'est quelque chose qui maintient, comme dans le cadre de la femme qui travaille à la maison, qui va être l'amour de son mari, la reconnaissance d'une certaine... Voilà, et bien il y a ça qui est quand même singulier, sans penser qu'on est l'artiste incompris, c'est pas du tout le sujet. Et c'est quand même ce truc-là qui est là et qui est singulier à YouTube. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci de m'avoir écouté. Et je lâche le micro. Pardon, juste le mot que tu cherchais, c'était aliénation. Et... Et il y a la vidéo de Dirty Biology, la dernière vidéo de Dirty Biology qu'il a fait, qui traite de ce sujet-là en question et que je vous conseille de regarder. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, on parle de Google, on parle de YouTubeurs, même s'il y a eu un rappel que non, on n'est pas YouTubeurs, on est des vidéastes. Ça est un peu ignoré par tout le monde. Tu parlais de Google Space tout à l'heure ou je ne sais quoi. Sauf que... Il faut que je parle plus fort.
Fort, ok. Sauf qu'à côté, on a des stands de logiciels libres. Et dans ces stands de logiciels libres, on a Framasoft qui font quelque chose qui s'appelle Peertube. C'est des défenseurs du logiciel libre qui ont développé Peertube. Ma question, c'est est-ce qu'on sait qu'il y a des groupes de vidéastes qui font des choses ensemble? Je ne sais pas, on l'avait parlé pendant la loi travail, c'était On vaut mieux que ça, par exemple. Il y avait des rassemblements de vidéastes. Est-ce qu'il y a des rassemblements de vidéastes qui parlent de dégager de Google, de dégager de YouTube pour aller sur une autre plateforme, par exemple Peertube? Peertube, on est là, il y a le logiciel libre qui travaille dessus, c'est tout nouveau, il y a le modèle économique qui est à faire, et à faire ensemble, pas à subir, pas à soumettre à Google, mais faire un truc ensemble. Est-ce que vous en parlez, ou est-ce que c'est pas connu, ou est-ce que c'est connu mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde a l'habitude de foncer dans YouTube? Je te laisse répondre, merci. La réponse est oui, effectivement, on connaît, ça fait partie des discussions, on n'en parle pas plus que ça parce qu'en fait le sujet est évacué assez rapidement. Non, on ne va pas aller sur Peertube, en gros c'est ce que j'entends la plupart du temps, pour la simple et bonne raison qu'il y a deux raisons pour lesquelles on est sur YouTube. D'une, c'est que tout le monde est dessus, au sens de les spectateurs sont dessus, et c'est un suicide d'aller se mettre sur une plateforme sur laquelle personne ne va spontanément en ouvrant son ordinateur, personne au sens très peu de monde. Deuxième raison, parce que YouTube c'est gratuit. Pour nous, en fait, on ne stocke pas. Ça ne veut pas dire que Peertube l'est pas, mais c'est aussi un des avantages de YouTube, c'est qu'on upload sur YouTube, donc sur les serveurs de Google, des gigas et des gigas de données dont on ne paye pas le stockage. Moi, aujourd'hui, je diffuse en haute définition une chaîne en direct sans avoir aucun frais de diffusion. Je fais 4 fois plus d'audience que la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Eux, ils dépensent 4 millions d'euros par an en infrastructure de diffusion. Moi, je dépense 0. Donc c'est aussi la deuxième raison pour laquelle on est sur YouTube. Donc pour te répondre, est-ce qu'il y a déjà eu des réflexes parfois de se dire cassons-nous de YouTube? Oui, bien sûr, dans des grands moments de colère, on a dit mais putain, mais pourquoi on se barre pas tous collectivement? Et assez rapidement, dans un soupir, il y en a un qui dit bah parce que si on se barre, on va être remplacé par d'autres et qu'en fait on va finir dans les limbes de rien du tout et bon bah ouais voilà. Tu vois, en fait la réflexion elle est intéressante, c'est un peu comme un artiste qui déciderait de pas sortir de CD parce qu'il est contre le système de production de CD. Ouais, bah, si tu veux faire de la musique dans ton garage tout seul, très bien, mais c'est quoi ton ambition? Est-ce que tu veux toucher du monde ou pas? Et nous, les youtubeurs, on a tous un petit peu l'ambition de toucher un maximum de monde. Et donc, on a nos propres hypocrisies, effectivement. Ouais, non mais bien sûr, évidemment. On est tous un peu gentils à cracher sur YouTube et sur Google et en même temps à bien profiter de leur largesse. Donc, tu vois. Donc c'est une demi-réponse que je te fais, je pense qu'elle te déçoit, mais ouais, la réponse elle est là. Pas de souci, je comprends. Après, sur le fonctionnement de Peertube, Peertube, comme son nom l'indique, c'est du peer-to-peer. Et il y a un fonctionnement qui peut être mis en place pour justement uploader des trucs assez lourds sans que ce soit des qualités pourries, etc. Mais ça, je te laisse discuter si tu veux à Framasoft qui est à côté. En gros, mais tu c'est le stockes super chez intéressant. toi et les autres le téléchargent chez toi en streaming quand ils le regardent, c'est ça? Alors je suis pas. On en parlera, si ouais, tu veux, voilà, sur on le va plan faire ça. Mais moi, Sinon, si il y a je un dois mec stocker calé les à gigas côté si vidéo, tu veux, c'est je te cher, file. Je te file le mec calé à côté si tu veux. Poser à Jean, pourquoi tu télécharges pas tes trucs à la fois sur YouTube et sur Peertube? Effectivement, absolument rien ne m'en empêche. D'ailleurs, il y a des outils qui commencent à se développer qui sont assez intéressants. Je pense à donc la société Dailymotion que vous devez connaître, qui était par le passé un concurrent de YouTube qui a arrêté d'espérer l'être, mais qui justement a développé un outil assez récemment qui fait quand on upload une vidéo sur Dailymotion, on a un bouton qui propose de le faire automatiquement, simultanément sur YouTube. Et donc peut-être qu'on arrivera un jour, moi j'espère en fait qu'on arrivera un jour où les plateformes seront dépassées elles-mêmes par d'autres systèmes qui font qu'en fait l'upload de vidéos, on arrêtera de se dire j'upload ma vidéo chez quelqu'un et on uploadera une vidéo tout court et les gens y auront accès. Fondamentalement, quelle que soit j'espère que ce système-là arrivera un jour. Mais donc pour te répondre, rien ne m'empêche aujourd'hui d'uploader simultanément sur Peertube. Je me suis pas renseigné effectivement sur le prix, sur l'infrastructure que ça demande. Par contre, si c'est moi qui dois stocker les vidéos, c'est compliqué, Donc, ça va être très cher. Ce que tu décris, c'est exactement le principe de Peertube. Hein. Le fait, Ah bah très bien. Bah, du coup, Peertube, c'est un logiciel. Et donc ensuite, tu as plein d'instances différentes. Tu peux monter ta propre instance, tu peux t'inscrire sur une instance qui existe. Les trucs sont extrêmement ouverts, extrêmement variés, et tu fais absolument ce que tu veux dessus, quoi. Donc, et une fois que tu es sur une instance, une fois que tu l'as uploadé quelque part, justement, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de... Sinon, j'avais une autre question, c'est que justement, alors je ne sais plus si c'est Usul qui le disait ou un autre, mais c'était vraiment au détour d'une conversation par hasard qu'en fait, ils se font bouffer 30% de leurs revenus
par une boîte qui est là pour les protéger juridiquement du robot copyright ou des trucs de ce genre, quoi. C'est ce que tu décrivais tout à l'heure. En fait, effectivement, dans ma présentation sommaire au début, j'ai parlé des youtubeurs que je connais le mieux, ceux de ma petite bulle à moi de vidéastes sur Internet, qui sont ce qu'on appelle les vulgarisateurs, qui font des sciences de l'éducation populaire, pour faire simple, et qui sont pour l'écrasante majorité d'entre eux des indépendants. Mais effectivement, il y a un certain nombre de vidéastes qui adhèrent à ce que tu décris en prenant l'exemple de Mixicom. On appelle ça un network dans le milieu. Un network, c'est effectivement une entreprise qui va proposer à un créateur, donc à un vidéaste, de signer un contrat pour le salarié, en échange de quoi le patron, le network, va gérer pour le youtubeur l'intégralité de ses partenariats, va gérer sa chaîne YouTube en percevant du coup les revenus publicitaires, en négociant avec YouTube des avantages de répartition justement de la marge de publicité, en s'occupant de toi. En fait, tu es biberonné par ton network qui va s'occuper de toi comme un agent d'artiste s'occupe de ton artiste. Donc tu n'es plus responsable de ta compta, tu n'es plus responsable de rien du tout. Par contre, tu deviens le salarié d'un patron qui du coup... Ah, mais pour moi, c'est... Enfin, mais on peut en parler. Est-ce que... Enfin, si tu veux que je te prenne un exemple, est-ce qu'un boucher charcutier, c'est une bonne nouvelle s'il ferme sa boucherie pour aller devenir salarié de Carrefour? Dans ce que tu dis, moi j'ai l'impression que c'est formidable, c'est génial, il est salarié. Bah non, en fait, moi je trouve ça cool d'être indépendant, en fait, de pas avoir de compte à rendre à un patron. Alors, ça fait de moi mon propre patron. Attention, évidemment. Eh ben oui, rien n'est parfait. Mais ceci étant, enfin, je suis autonome et indépendant, tu vois, je trouve ça cool. Mais donc, je pense pas que tous les vidéastes aient envie de devenir des salariés. Je pense même qu'on est très nombreux à se battre pour éviter de devoir le redevenir. Alors, McFly et Carlito seraient totalement en désaccord avec toi. Mais pourquoi? Parce que, en fait, quand tu regardes les statistiques au niveau de la population active, les gens, à partir de 30 ans, ils sont majoritairement, mais ultra majoritairement en CDI. Et ils ont trouvé un emploi, ils y restent. Et c'est une situation qui les intéresse. Pourquoi? C'est ce que disait Carlito. Il dit, moi, j'ai 30 ans, j'ai des enfants et tout, je voudrais me poser un peu. Et c'est ce que ça lui apporte, ces contrats de salariat avec Mixicom et compagnie. Voilà, donc c'est aussi la question de la durabilité qui est posée. Parce que c'est vrai que la vie de bohème, c'est formidable à 20 ans, mais alors, vous verrez à mon âge, c'est beaucoup plus dur. Hein. Heureusement que le CNRS est là pour moi, mais bon. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Figure-toi que j'ai 30 ans dans 10 jours. Donc tu vois, c'est un peu le moment de se poser cette question-là. Pas encore. Mais donc effectivement, peut-être que les choses changeront. Sauf que, effectivement, on n'a pas le même parcours avec McFly et Carlito qui ont leur chemin de vie, leur chemin de création. Ils ont eu envie de rejoindre Mixicom parce que probablement ils y ont vu leur intérêt et ils ont bien raison. Moi, j'ai fait le chemin inverse dans le sens où j'ai quitté une situation professionnelle extrêmement avantageuse. J'ai tout plaqué pour des raisons militantes, citoyennes, personnelles, en me disant je vais me lancer sur Internet pour faire de l'éducation populaire parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Donc en fait, j'ai choisi cette espèce de précarité absurde et tout le monde m'a regardé avec des yeux très très ronds il y a 3 ans quand j'ai dit que je vais plaquer un très très beau poste dans un ministère pour aller me galérer en tant que chômeur parce que du coup mon employeur pendant 2 ans ça a été Pôle emploi et je viens de me verser mon tout premier salaire de ma vie là le mois dernier. Donc tu vois, mais c'est un choix différent celui de McFly et Carlito. Et donc je comprends McFly et Carlito qui, comme tu le dis, souhaitent devenir salariés pour tout un tas de raisons qui font que le salariat est très protecteur, effectivement, quand tu as des enfants, des responsabilités, etc. Mais je comprends aussi les personnes, et des avocats, et je comprends aussi les personnes qui, pour des raisons assez différentes, choisissent l'indépendance, qui est une autre envie, un autre absolu, une autre chose que tu as envie de... Voilà. Tu voulais... Ouais, je pense que, pour le coup, j'avoue que je préfère parler... Je vais rebondir en fait sur la question du monsieur sur le salaire à vie. J'avoue que je préfère parler du coup de travail autonome parce que c'est vrai que en fait si on pense le salariat comme un statut qui permet d'apporter une protection sociale et disons une reconnaissance en tant que producteur et pas juste la subordination à un patron, alors du coup on déconstruit ce schéma-là. Donc c'est pour ça que je préfère parler d'autonome et c'est pour ça que c'est une piste qui est intéressante. Ouais, voilà. Mais on n'a pas répondu et c'était une très bonne question. Est-ce que en fait le salaire à vie, on n'en est pas, ou le salaire à vie, le revenu universel, appelons-le comme on veut, peu importe. Est-ce que c'est pas un peu la solution là? Non, je sais que c'est pas la même chose. Attends. Putain, je suis à la fête de l'humain et je dis des trucs comme ça. Je suis désolé, la vache. Pardon, Jaurès. Non. Est-ce que c'est pas la solution? Oui. Dans notre côté artiste, en fait, oui, effectivement, c'est un modèle extrêmement intéressant de se dire que
ça m'aurait permis beaucoup plus facilement de faire le choix que j'ai fait il y a 3 ans, de plaquer une situation pour choisir de faire quelque chose qui n'a pas de valeur marchande, ou très très peu. Faire de la vulgarisation politique, ça n'a pas de, ça a très peu de valeur marchande, donc c'est extrêmement compliqué d'en vivre. Donc effectivement, c'est un modèle extrêmement intéressant pour aider et permettre à des gens qui le souhaitent de se lancer dans ce type d'activité et pour ne pas subir le travail gratuit dont tu parles. Mais là, vraiment, pour le coup, ça sort de mon domaine d'expertise et c'est vraiment les sociologues que je laisse... Alors du coup, je vais prendre les 2 dernières questions parce qu'il reste 10 minutes et ensuite je laisserai la parole un petit peu aussi à Maud et on conclura. Voilà. Voilà, moi je vais parler pas tellement de YouTube et tout ça parce que c'est pas trop mon domaine, mais par rapport justement au salaire à vie, enfin à la rémunération de ceux qui est souvent pas salariés. C'est là que je voudrais m'exprimer en tant qu'ancienne militante associative qui a travaillé sur qui a réfléchi un peu sur les questions du statut du militant associatif. Parce que ça rejoint ça, parce que c'est vrai qu'un militant associatif, il y a le bénévolat, mais il y a aussi, des fois le bénévolat, ça prend du temps. Il y a les représentations dans les institutions et tout ça. Donc c'est posé à un moment donné, c'est une revendication d'un salaire, enfin d'une rémunération de militants associatifs. Se pose alors la question, qui paie? Parce qu'on mettait en avant le modèle du militant syndical, mais le militant syndical a un rôle vraiment défini dans son entreprise. Le militant associatif, c'est hors entreprise, c'est dans la société. Alors ma réflexion personnelle, je dis ça et que certains autres partagent, mais c'est que ça veut dire qu'une partie de la plus-value de ce que créent les salariés est utilisée non pas par le patron ou par directement pour revenir pour le syndicat et tout ça, mais utilisée à des fonctions pour toute la société. Ce qui revient un peu ce qui revient directement à s'attaquer au capitalisme et à la redistribution du travail. Donc toute cette question de les travaux qu'on fait, y compris le travail domestique, parce que j'ai été mère de famille, je suis grand-mère et je sais ce que c'est. C'est pas parce qu'on aime un gosse qu'on éprouve un grand plaisir à lui torcher les fesses 4 fois par jour. Hein? Je crois que tout le monde est d'accord avec ça, mais je crois que la rémunération du travail qui ne va pas directement à un patron, ça passe par un changement d'attribution de ce que créent les richesses que créent les salariés. C'est peut-être, on ne le dit plus tellement, ça passe par une révolution, par un changement d'attribution, un changement du statut de la propriété des entreprises et du travail. Voilà ce que je voulais dire. J'ai une question qui est peut-être naïve, mais somme toute, il y a un statut des intermittents du spectacle. Alors même s'il a été beaucoup attaqué, mais dans son idée, c'était quelque chose de très intelligent. Hein. Ça date du Front populaire, entre parenthèses. Mais est-ce que le statut d'intermittent du spectacle adapté ne pourrait-il pas répondre en grande partie à ces nouveaux métiers d'une certaine matière parce que je pense qu'il y a une contradiction, il y a une recherche à la fois, ce que tout le monde doit avoir, c'est une sécurité pour vivre, et en même temps on ne doit pas payer cette sécurité pour vivre de ce qu'on appelle un asservissement ou c'est le contraire de l'émancipation, pas domination, excusez-moi le terme m'échappe, mais oui, subordination, mais c'est même peut-être plus fort que ça. Enfin, c'est le contraire de l'émancipation. Donc effectivement, peut-être qu'il y a aussi à creuser, alors je sais bien, c'est pas mode par rapport au MEDEF, mais à une extension, entre autres, du statut d'intermittent du spectacle à beaucoup d'autres questions, parce que c'était très moderne et ça peut être encore plus moderne demain. Donc, pour la conclusion, moi j'aimerais quand même que vous vous concentriez aussi sur... Oui, on va vous allez tous conclure. J'aimerais aussi que vous abordiez les choses de manière, si c'est possible pour vous, un peu opérationnelle, c'est-à-dire comment s'organiser un peu, voir les liens avec les syndicats potentiels, etc. Voilà, comment en gros les pistes à investir pour faire avancer ces questions-là, quoi. Je sais pas qui c'est qui veut commencer.
Non, moi je trouve que la piste de l'intermittence peut être une piste intéressante et je pense que le salariat c'est une chose qui n'est pas à écarter pour les métiers de la création. Alors c'est vrai qu'il y a un grand ministre du Front populaire qui s'appelait Jean Zé et qui proposait de transformer les artistes, alors ça c'était déjà le cas, les écrivains en salariés des éditeurs. Et alors il y a là peut-être des pistes à rechercher, c'est-à-dire de savoir comment ce travail qui émerge peut, au bout d'un certain temps, arriver à des formes d'engagement. Voilà, moi c'est un peu l'orientation vers laquelle j'irai, mais naturellement, je sens que le débat avec les youtubeurs convaincus se poursuivra. Vidéaste. Bah, vidéaste, je veux bien, mais vidéaste, c'est pas youtubeur. Hein. Vidéaste, il y en a ailleurs qu'à YouTube. Non? Oui, oui, oui. Donc... non, mais moi tu pourras me couper, hein, parce que moi quand je l'ai, je parle. Donc. Mais je voulais répondre à votre question en fait. Vous avez raison en disant il n'y a personne ici qui présente finalement une étude sociologique sur YouTube. Et à ma connaissance, il n'y en a pas directement, il y en a en cours sans doute, mais il y a... Oui, qui connaît l'intérieur. Et en même temps, donc moi j'avais prévenu, hein, je lui ai dit 20 fois Aurélien, moi je ne parlerai pas de YouTube, je n'ai pas fait d'enquête dessus, je parle que des trucs sur lesquels j'ai fait mes enquêtes. Donc je peux vous parler par exemple du Huffington Post ou des choses comme ça, mais YouTube non. Donc j'avais prévenu. Mais en même temps, je trouve que la question c'était pas YouTube, c'était le statut des YouTubeurs avec tous les guillemets qu'il faut mettre derrière, et elle a tout à fait raison. Et en fait, si on commence à penser la question du statut, c'est la question en fait de quel travailleur ça peut devenir. Et du coup, on est obligé de désingulariser. Parce qu'en fait, et ça n'empêche pas qu'il faut voir quelles sont les spécificités, mais en fait, dans les choses, par exemple, que vous évoquiez là sur la visibilité, finalement, bon, ben, moi, je pense, par exemple, il y a un très beau livre qui est sorti l'année dernière de Giulia Mancitieri sur l'industrie de la mode et qui va vous montrer des choses sur le monde de la mode qui sont extrêmement proches de ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire pour avoir une couverture dans tel endroit, etc., on est prêt à travailler gratuitement. On sait qu'il y a des boulots qu'on va faire gratuitement parce qu'il y a une très grande visibilité et donc il y a un capital de visibilité très fort, et d'autres qui seront alimentaires. Bon, il y a plein d'enjeux finalement que vous allez retrouver, et je pense que ça ne veut pas dire enlever la singularité, mais si on pense statut, il faut commencer à penser finalement qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous sépare, mais aussi qu'est-ce qui nous relie dans nos problématiques des autres travailleurs. Et c'est pour ça que, peut-être je terminerai là-dessus, on a peut-être autre chose à faire qu'à choisir entre... Parce que, attention aux termes, c'est-à-dire des fois on dit salariat pour dire emploi, marché du travail, des fois on dit salariat avec derrière en tête salaire à vie, institution du salariat, Bernard Friot, etc. Tout ça ne veut pas dire la même chose. Et on sait qu'il y a une manière dont fonctionne aujourd'hui le marché du travail qu'on ne peut pas souhaiter non plus. Enfin, on entend bien qu'on ne souhaite pas forcément en disant mais allez-y, courez vers la subordination, vers le patron, vers tout ça. Mais en même temps, on voit bien dans l'indépendance que c'est aussi un rêve. Je vous renvoie au travail aussi de Sarah Abdelnour sur les auto-entrepreneurs, tout un discours contre le salariat, mais toute une réalité qui s'appuie en réalité sur le salariat, les institutions, etc. Donc du coup, on a peut-être à réfléchir effectivement ensemble à autre chose, c'est-à-dire comment on peut utiliser ce qui est déjà là, qui fonctionne bien. Et on parle des intermittents, c'est un statut qui fonctionne. Je veux dire, moi j'ai présenté il n'y a pas longtemps, j'ai été interviewée par une jeune journaliste sur mon bouquin sur le travail gratuit, et elle termine en me disant qu'en fait elle est stagiaire non rémunérée, et elle me dit mais en même temps ça me donne du temps pour faire mes recherches, je suis libre dans l'organisation de mon temps, etc. Et je lui ai pas répondu, mais dans ma tête je me disais mais moi aussi, et moi je suis chercheur au CNRS. Et je suis libre dans l'organisation de mon temps. Je ne rends pas un article si je considère qu'il n'est pas fini, si je veux passer plus de temps pour le rechercher. Et je ne serai évaluée que par mes pairs. Je n'ai pas de patron, en fait. Donc, est-ce que pour cette liberté-là, on doit, du coup, perdre la rémunération, la reconnaissance, les droits sociaux et tout? Voilà, donc est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des manières finalement, de rattraper tout ça? Et oui, je crois que ça passe par une réflexion où on n'est pas simplement, et c'est pour ça par exemple que j'aime beaucoup le travail de Bernard Friot, que je connais bien, etc. On n'est pas simplement sur la définition, on n'est pas simplement sur la répartition de la valeur produite, mais on est aussi sur une réflexion collective sur la définition de ce qui a de la valeur aujourd'hui. À quoi on veut donner de la valeur? Comment collectivement on veut définir ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas? Et ensuite, on verra comment on le répartit.
Faut que je conclue, c'est ça Non, mais en fait, j'ai aucune conclusion à apporter. Au contraire, ouvrons des portes parce que ce débat est extrêmement intéressant. Il est rare. Il est rare, et je le disais tout à l'heure, sur le fait que nous, vidéastes, sommes extrêmement isolés du reste du monde de la réflexion, du militantisme, de la relation au travail. On est un peu perdus entre nous avec nos petites problématiques que personne ne comprend vraiment, avec nos montages juridiques, fiscaux et économiques complètement ubuesque, pas du tout traditionnel, parce qu'on dépend de plateformes qui n'existaient pas il y a quelques années, parce qu'on signe des contrats avec des clauses complètement aberrantes, mais on est obligé de les écrire parce que, enfin voilà, moi j'ai passé 1 heure au téléphone avec mon avocat la semaine dernière pour essayer de lui parler du montage que je voulais faire entre le but lucratif et non lucratif du projet, la société de production de producteurs exécutifs pour France Télévisions, mais en même temps avec une association à côté qui va toucher des dons. Enfin, et le mec en pouvait plus, il transpirait tellement c'était aberrant ce que je faisais. Donc ce que je trouve intéressant dans toutes ces problématiques-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nouveauté et d'innovation dans ce qui se passe, même si, et tu as bien raison de le dire, il y a beaucoup de mimétisme avec des choses qui ont pu arriver par le passé. Donc inspirons-nous de ce qui a pu arriver par le passé pour continuer à progresser dans cette voie-là. Et moi, j'ai rien d'autre envie de vous dire que essayez vous aussi d'être créateur sur Internet, pas forcément en faisant une chaîne sur une plateforme de vidéo, peut-être en faisant des podcasts audio sur d'autres types de plateformes, en écrivant des articles, des blogs. N'hésitez pas à vous lancer sur ce très très bel outil qui est Internet et qui est un formidable, j'ai toujours pensé, un formidable outil d'éducation populaire, quelque chose auquel je suis très très attaché. Donc n'hésitez pas à vous lancer et je serais ravi que vous me disiez au bout de quelques années ce que vous pensez de tout ça une fois qu'on a les mains dans le cambouis, de se dire ah ouais en fait c'est vachement plus compliqué et en même temps c'est hyper intéressant et passionnant. Donc voilà, merci à tous pour votre présence. Merci Aurélien pour ton invitation. Il a transpiré pour nous faire venir ici. Bon, merci à tous. Donc le débat continue de toute façon sur l'espace des Fab Labs. Et de l'internet libre, je ne sais plus comment on a appelé ça. Je vous rappelle le livre de Claude Didry, L'institution du travail, aux éditions La Dispute qui sont au Village du Livre. Le livre de Maud Simonet, donc Le travail gratuit, la nouvelle exploitation. Je ne sais pas quelles éditions c'est d'ailleurs. Ok. Tu dis Textuel qui est aussi au Village du Livre. Et la chaîne Acropolis de Jean Massier. Et voilà. Bonne journée, bonne fête de l'humain.